revient au baby-boom pour la question maintenant la question des retraites. Donc, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur cette question-là en défendant l'idée qu'il faut faire une réforme structurelle, systémique du système de retraite français. Et pour la première fois, on a un gouvernement qui s'attelle, qui s'est engagé, et le président de la République l'a rappelé devant la Cour des comptes il y a très peu de temps. L'objectif du gouvernement est bien de mettre en place une réforme systémique qui permette de rétablir la confiance, de faire en sorte qu'on ne s'engage pas tous les 5 ans, 3 ans dans une nouvelle réforme, qui donne des garanties explicites aux salariés et qui puisse régler un certain nombre de problèmes qui sont aujourd'hui patents. Alors, pour les rappeler rapidement quels sont les diagnostics qu'on peut faire assez consensuels sur l'existant de notre système, on a un système extrêmement complexe, une multiplicité de régimes. Et c'est pas juste une multiplicité de régimes, c'est que des régimes qui ont des règles différentes et qui donnent l'impression que finalement certains sont mieux traités que d'autres, que les droits à la retraite ne sont pas compatibles et cohérents si vous passez d'un régime à l'autre. Deuxième diagnostic, le fait que le pilotage macroéconomique est défaillant, essentiellement dû au fait que l'essentiel de la façon dont on ajuste notre système de retraite et les pensions de retraite se font par la désindexation. On désindexe les droits, et s'il y a suffisamment de croissance pour que la croissance au niveau du changement démographique, de l'espérance de vie, de la croissance de l'espérance de vie, alors c'est bon. Et puis si elle est en dessous, on est en déficit. Si on avait beaucoup de croissance, les retraites s'effondreraient. C'est pas une façon très cohérente de planifier notre système de retraite. Et troisième point de diagnostic, on a certes un système qui permet de nombreuses corrections des inégalités avec des dispositifs non contributifs, mais on a aussi à l'intérieur même du système, dans le cœur du système, beaucoup d'éléments qui sont, à l'inverse, anti-redistributifs. Donc on déplace beaucoup d'argent pour prendre aux plus pauvres, pour donner aux plus riches, puis reprendre aux plus riches pour redonner aux plus pauvres, d'une certaine façon, souvent, qui rate la cible qui était au départ visée, en grande partie due à la complexité. C'est pas vraiment voulu, c'est simplement parce qu'on ne maîtrise pas bien quel est l'impact de différentes règles qu'on a ce type d'effet. Alors pourquoi une réforme structurelle permet de résoudre en grande partie ces problèmes ? Parce que ça permet d'arriver à revenir à une unité de compte qui est fine, sur lequel on peut essayer de partager clairement quels sont les droits contributifs qui viennent des cotisations. Alors le mot d'ordre qui avait été, le slogan pendant la campagne, c'est chaque euro de cotisation donne les mêmes droits. Alors ça paraît évident, mais justement c'est ça qui est le point, c'est on a besoin de cela pour pouvoir rendre transparent et cohérente le fait qu'à tout moment dans la carrière, vous devez avoir des droits qui sont accumulés, les cotisations vous donnent des droits, et ça vous permet de garantir le fait que l'ensemble des régimes, même si on les garde des différents régimes, peuvent être cohérents dans l'addition des droits qui sont faits par ces différents régimes. Ça n'empêche pas, et je crois que c'est le point important, de maintenir un des forts éléments actuels de solidarité. Au contraire, ça permet de faire en sorte que, parce qu'ils vont être plus transparents, on va faire en sorte qu'il n'y aurait pas de ces droits qui sont à côté de la plaque, qui sont inutiles, et on va pouvoir retranscrire tous les droits non contributifs de façon très précise pour faire en sorte que ça atteigne bien les objectifs qu'on souhaite. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, le gouvernement a nommé un haut commissaire, une équipe qui travaille à la préparation de cette réforme. Il y a beaucoup de choses qui ne sont encore pas précisées, et qui sont, à ma connaissance, pas arbitrées non plus. Il y a la forme exacte du système cible auquel on vise. Alors, en gros, on mentionne souvent les comptes notionnels à la suédoise ou un système à points. Le point que je voulais faire ce matin, c'est que cette opposition, elle est pas tout à fait pertinente. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, il y a une question qui est de dire est-ce que les droits ils sont exprimés en euros ou ils sont exprimés en points ? Mais ça, c'est une question pas très importante. On peut les exprimer en points, on peut les exprimer en euros. C'est un choix marketing, d'une certaine façon. Dans quelle mesure, vous voulez vous dire, c'est des droits à la retraite, même en points, ils ont une contre-valeur en euros, et vous pouvez dire c'est des points, c'est pas des euros, mais en même temps, vous pouvez dire c'est des euros pour bien montrer qu'il y a une contre-valeur en euros. C'est pas le problème. La question fondamentale, c'est dans quelle mesure vous avez un système qui a des règles, où vous pouvez dire à un jeune actif, vos droits sont garantis ou pas ? Est-ce qu'il y a des règles qui vous disent dans 20 ans quelle est la valeur de ces droits ? Si vous faites un système pour lequel vous ne mettez aucune définition de règles et vous dites votre système à points, je ne peux pas vous dire dans 10 ans ce qui vaut le point,
c'est pas du tout garanti. Vous donnez pas le garantie. Certes, ça vous donne la possibilité de pouvoir ajuster facilement, mais ça vous donne beaucoup moins de la garantie. Le point important qui était dans la campagne de l'actuel président de la République, qui était de dire redonner des garanties, redonner confiance, ça impose de donner des règles pour faire en sorte que, y compris les plus jeunes actifs, puissent savoir quels sont les droits qu'ils ont effectivement acquis dans le système. Et ça, c'est pas une différence totalement compte notionnel, point, c'est vraiment une différence. Est-ce que vous mettez des règles qui donnent des garanties sur la valeur de ces droits ou pas? Le deuxième point aussi que je voulais souligner, c'est ce qu'on entend beaucoup sur une opposition entre pilotage automatique et gouvernance. Et je crois que c'est là encore une erreur un petit peu de terminologie. Pilotage automatique, ça donne l'impression qu'il n'y a plus de gouvernance et qu'on va retirer du choix politique, soit aux partenaires sociaux, soit au Parlement, et que ça serait quelque chose de technocratique. Et je crois que le point important de pilotage automatique, c'est l'élément de règle dont je viens de parler. Le fait qu'on puisse à chaque moment décider de pouvoir ajuster l'ensemble de ces règles, d'une façon, c'est logique et normal. On doit se garder cette capacité de gouvernance. Simplement, ne faire dire le choix parce qu'on refuserait le pilotage automatique, de dire maintenant, il n'y a plus aucune règle et la valeur du point, si c'est un système en points, on ne peut pas la déterminer à l'avance. Je crois que c'est là qui serait vraiment un écueil à faire très attention. Donc ça, c'est pour le système cible. Ensuite, il y a la question de la transition, qui est une question assez, on va dire, techniquement difficile. D'une certaine façon, moi j'aimerais redire que je suis de plus en plus sur un passage, une transition de type Bing Bang, au sens où, au lieu de faire une transition lente, où on va dire pendant 10, 15 ans, on a un petit peu de l'ancien système, un petit peu du nouveau, et tout le monde a un pourcentage, qui était le modèle suédois, de la transition suédoise, et qui est par ailleurs ce qu'on avait proposé avec Thomas Piketty en 2008, une transition lente. Je suis aujourd'hui de plus en plus favorable à une transition très rapide, qui laisse le temps en disant ceux qui sont à 5 ans du départ en retraite, ils restent dans l'ancien système, et ceux qui sont finalement suffisamment éloignés du nouveau système, on les bascule complètement dans le nouveau. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner sur ce qu'est l'apport de cette réforme, c'est tout d'un coup la lisibilité, les droits. Si on maintient les 35 régimes plus en fait le nouveau régime unifié avec un pourcentage, pendant la durée de la transition, ça va être très très dur d'expliquer aux Français que c'est beaucoup plus simple. Ça ne sera pas beaucoup plus simple. Et donc c'est pour ça qu'il me semble très important, en réalité on est capable techniquement simplement de transformer les droits acquis passés en droits acquis dans le nouveau système, de les verser sur les comptes, que tout le monde puisse vérifier que ces droits-là ils sont bien crédités, et que dès lors qu'on rentre dans le nouveau système avec cette transition, on a une transition en fait qui est finalement beaucoup plus rapide dans le nouveau système, même si on s'est donné un peu de temps pour la préparer de façon efficace.